nous sommes celles et nous pouvons être celles que nous voulons être. Bienvenue sur Basvav. Cet épisode est spécial dans le sens où il a été en partie enregistré pendant la période du grand confinement. Bak est quelqu'un que je connais personnellement. Elle est mon mentor. Il n'y a aucune conversation, aucun rendez-vous qui ne m'a pas été bénéfique avec elle. De l'époque des rédactions de lettres de motivation, ou plus actuellement de stratégies de communication que je fais, dès que j'ai un petit doute ou que j'ai besoin d'un avis pro, j'appelle Bak. Et c'est avec plaisir que je vous partage aujourd'hui un tout petit peu de sa magie. Bak, bonjour. Bonjour Hope. Alors aujourd'hui je reçois Bak Rambeninsu. Donc je connais personnellement Bak, pour moi c'est ma mentor. Donc, merci à toi d'être dans mon podcast aujourd'hui. Je t'en prie, merci beaucoup de m'avoir invitée. Alors actuellement tu es consultante en stratégie spécialisée dans la mode. Oui. Et tu es à Paris. Mm-hmm. Donc tu as bientôt 40 ans. Mm-hmm. Tu as écrit un livre qui s'appelle The Fashion Business Plan. Mm-hmm. Et Forbes Afrique t'a également interviewé pour ton changement de carrière. Donc on va en parler un petit peu de ta carrière. Mm-hmm. Parce que avant de te lancer dans la mode, tu étais dans le conseil réglementaire, dans le domaine financier. Mm-hmm. C'est bien ça? Oui, tout à fait. Et avant ça, j'étais dans l'audit pendant plusieurs années. Voilà. D'accord, dans l'audit. Donc effectivement, tu as fait de très brillantes études dans la finance. Et déclic, 2014, tu changes de voie. Voilà. Tu as décidé que c'était plutôt 2015. Ouais. Mm-hmm. Tu t'es dit, ça y est, j'arrête la finance, c'est pas pour moi, je vais me lancer dans la mode. Est-ce que tu pourrais nous apprendre un petit peu plus sur la vraie Bak Rambeninsu? Oui, bien sûr. En fait, tu es très bien renseignée. Hein, alors, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que j'ai grandi dans un contexte très international. Mon frère et moi avons grandi dans plusieurs pays. Donc, je suis née à Alger. Et chaque année, tous les 6 mois, on changeait de pays. Donc, on passait 6 mois en Allemagne, 6 mois en Algérie. Et mon père était expatrié en fait, d'une entreprise allemande en Algérie. Et comme il ne voulait pas se séparer de nous, nous l'avions accompagné à tous ses voyages. Et moi, ça m'a donné en fait une ouverture au monde qui était complètement différente. Cela dit, mes parents ont toujours insisté pour que je parle malgache. Donc ils m'ont appris le malgache, c'est la première langue que j'ai apprise en étant enfant. Ils m'ont appris aussi transmis les bases de la culture malgache. Et voilà, donc ça c'est un peu le contexte dans lequel j'ai grandi au départ. Puis à l'âge de 7 ans, nous sommes partis nous installer à Madagascar. Alors j'avais passé quelques vacances avant quand j'étais petite, mais je n'avais pas vraiment vécu complètement une année complète là-bas. Et donc j'arrive chez mes grands-parents et on s'installe à Madagascar. Et l'éducation malgache s'intensifie. Mon contexte de vie a complètement changé à ce moment-là. On va parler un petit peu plus de ton éducation. Donc à Madagascar, oui. Tu es restée combien de temps à Madagascar? Je suis restée 10 ans. 10 ans, de 17 ans. 1987 à 97, oui. D'accord. Donc, à la maison, c'était comment en fait? C'était... Alors après, c'est vrai que par exemple, nous, on ne pouvait pas vraiment parler à table, on pouvait
pas vraiment contredire les parents non plus. C'est l'obéissance d'abord. Il fallait obéir, il fallait respecter ses aînés. J'ai été aussi élevée pour être une bonne maîtresse de maison. Voilà. Et je pense que in fine, on m'a destinée à devenir une femme plutôt accomplie, mais voilà, j'ai choisi de ne pas opter pour cette voie. Une femme accomplie, qui tient bien sa maison. Exactement. Bien mariée, avec des enfants. Mm-hmm. Et ce n'est pas du tout... Non. C'est pas du tout ce qui s'est passé. Ce n'est pas la voie que j'ai choisie. Parfois, il m'arrive d'y penser, mais je ne regrette pas, en fait. Donc ce n'était pas donc ta voie, c'était pas être une femme à la maison, s'occuper de tes enfants. Donc tu avais un autre destin en tête, c'est ça? Oui, tout à fait. En fait, étrangement, je peux concevoir, j'ai toujours pu concevoir qu'un jour peut-être je me marierais, mais je n'ai pas conçu, je ne voyais pas trop d'enfants dans ma tête, et je n'en ressens pas le besoin comme pourrait le penser beaucoup de femmes, et je me suis sentie très bizarre, enfin peut-être étrange par rapport à ça. Je me suis dit que j'étais peut-être anormale, mais voilà, c'est comme ça, je ne sens pas le besoin d'avoir d'enfants. Non, tu n'es pas du tout anormale, tu as le droit de choisir en fait, ta vie. Oui, c'est vrai que même en France, parfois, on a encore cette pression, c'est même dans les pays occidentaux. Alors l'Allemagne, c'est pire. L'Allemagne, c'est pire. L'injonction d'être mère. Oui, tout le monde ne veut pas être mère et tout le monde n'en a pas non plus envie. Une série de déclics dans ta vie. Qu'est-ce qui t'a amené te dire que tu n'étais pas faite pour ça et que tu voulais autre chose aussi? Alors, je voulais aussi rajouter autre chose, parce que même si j'ai été élevée pour être une femme accomplie, bien élevée, qui fait du piano et de la danse, mes parents m'ont tout de même répété des choses avant, pendant toute mon enfance. Ma mère, par exemple, m'a répété souvent qu'il ne fallait pas faire comme maman et qu'il fallait que je travaille, parce que ma mère est une femme au foyer, qui a été absolument géniale avec nous, en fait. Elle a été extraordinaire, et c'est une femme très cultivée, qui sait énormément de choses, et même elle le sait pas. Elle n'a pas connaissance, toujours conscience de tout ce qu'elle sait et de tout l'apport qu'elle nous a donné. Mais voilà, donc c'est quelqu'un qui m'a beaucoup, beaucoup apporté. Et donc elle me disait souvent, ne fais pas comme maman, travaille, ma fille. Et puis mon père lui-même disait, sois indépendante. Bon, c'est pas la priorité forcément de se marier, tu feras ça une fois que tu as fini tes études et que tu seras indépendante. Voilà. Donc, en fait... Donc ils ont quand même si je pense qu'ils n'avaient pas en tête l'existence que j'ai aujourd'hui, ils ont quand même posé quelques bases qui ont donné, qui m'ont sans doute inspiré. Je sais pas, moi aujourd'hui, je n'ai pas, c'est pas la première chose qui me vient à l'esprit, mais c'est vrai qu'ils n'ont pas arrêté de le répéter. Ils t'ont préparé pour une certaine vie, mais qui t'ont donné quand même les capacités, qui t'ont aidé à avoir ta vie actuelle en fait. Il y avait des idées qui germaient dans la tête. Il y avait des idées, mais je pense que ils voulaient pas aller aussi loin, je pense. Dans les choses, je pense que ils se sont peut-être sentis un peu dépassés quand ils ont dit ils ont dit elle sera une femme d'eux, mais elle sera aussi une femme accomplie. Voilà, elle aura une carrière, mais elle aura quand même un foyer. Oui, voilà, et elle aura étudié, elle aura fait. Elle accomplit quand même 2-3 choses. Et voilà, donc moi, ce qui m'a beaucoup aidée aussi depuis que je suis toute jeune, je ne sais pas pourquoi, mais à l'âge de 4 ans, j'ai une vision de moi-même en femme d'affaires qui descend d'un avion et qui voyage.
ça m'a aidée pendant toute mon adolescence jusqu'à mon baccalauréat pour décrocher la bourse d'excellence que j'ai décrochée qui m'a permis de faire mes études par la suite. Mais c'est vrai que cette vision-là, je me suis beaucoup accrochée à ça pour continuer, pour pousser encore plus loin. Et qu'est-ce qui t'a fait donc grandir en tant que personne? Qu'est-ce qui t'a permis d'avoir la vie que tu voulais? Parce que là, c'était les balbutiements. C'est vrai. Qu'est-ce qui a fait que Eh bien, alors c'est venu beaucoup plus tard. Alors c'est vrai que c'est venu avec ma vie professionnelle, et au cours de ma vie professionnelle, j'ai été formée aussi sur l'humain. Donc mes capacités à diriger, par exemple, à me faire confiance, voilà. Et je me suis fait aussi beaucoup coacher durant toute ma vie. Alors plus ces dernières années, donc depuis 2015, je suis allée voir un des plus grands coachs du monde qui s'appelle Tony Robbins. Et ça a été un déclic pour moi, parce que un énorme déclic. Ça a changé toute ma vie. Ça a vraiment changé toute ma vie. Il a libéré beaucoup de possibilités, de capacités en moi. Et je pense que on devrait tous, dans notre vie, avoir un Tony Robbins qui illumine notre chemin, comme ça, pour nous libérer de tous les obstacles qu'on se met, en fait. Finalement, c'est nous-mêmes, nous mettons nos propres obstacles. Et en fait, pour briser tout ça, ça a été très bénéfique comme coaching. Et je recommande à tout le monde. Je regrette de ne pas l'avoir fait plus tôt, en fait. Voilà. Et le résultat? Quel a été le résultat probant sur toi? Probant sur moi, c'est l'écriture de mon livre. En fait, je suis sortie de là, j'ai commencé à écrire. Et alors que ça faisait des années que je lisais ces livres, je me disais, il faut que j'écrive ce livre, il faut que je lance ci, que je lance ça. Je n'ai rien fait, en fait. Je n'ai rien fait. Et là, j'ai écrit ce livre et avant, j'avais accompagné, en fait, quelques marques dans le passé, quelques marques de mode, en parallèle de mon poste de consultant à l'époque. Ouais, parce que je faisais ça, en fait, comme je voulais absolument changer de voie et changer de vie. Pendant mes vacances et les week-ends, je partais par exemple à Berlin faire une Fashion Week pour aider une créatrice, ou j'aidais des créateurs le week-end ou pendant mes vacances pour monter un business plan, ou enfin voilà. Et en fait, c'est l'expérience et les échanges avec ces créateurs, et aussi l'expérience que j'ai eue auparavant d'autres secteurs, qui m'ont permis de comprendre quelles sont les clés du secteur de la mode. Et ça a été comme une illumination dans ma tête. Je me suis dit, bon, il faut que j'écrive ce livre. Et voilà. Et en fait, avec le coaching de Tony Robbins, enfin, pas en one-to-one, en fait, sa conférence, comment on appelle ça? C'est un séminaire? C'est un séminaire, on va dire. Le séminaire de Tony Robbins m'a vraiment débloqué pour vraiment agir. Voilà. Parce que j'avais beaucoup de prison mentale. Voilà, une prison mentale, tout à fait. Mais ça m'a débloqué. En fait, je n'ai plus du tout douté de moi depuis. D'accord. C'est fini. Il n'y avait plus de doute, parce que on a énormément de pouvoir et de capacité. Si on pouvait juste l'autoriser et débloquer toutes les petites voies et les petits obstacles que nous-mêmes nous mettons, on peut arriver à faire vraiment des miracles. Après ce séminaire, ça a été prolifique pour toi, donc tu as écrit un livre, tu as changé de domaine, donc tu t'es totalement investi dans la mode. Oui, alors il y a autre chose aussi, c'est que c'est vrai que ce pas n'a pas été facile, parce que ma famille
souhaitait que je reste dans un cadre plus sécurisé, plus CDI, plus... Et moi, je n'en pouvais plus. J'étais en plein burn-out, je venais de perdre mon père en plus, ça n'allait pas du tout. Et quand même, j'étais en pleine dépression, je prenais des médicaments, et quand même, il préférait que je sois malheureuse comme ça, mais avec un CDI, plutôt que de me guérir et de prendre le temps de me détacher d'un contexte professionnel toxique, oui. Mon patron s'était suicidé quand même, enfin voilà. Donc au lieu de me soutenir dans cette démarche, il voulait que je reste là. C'était très difficile de s'affranchir aussi de ça. Et en fait, ils avaient peur parce que pour eux, il fallait une sécurité financière, une sécurité Bien d'emploi. Bien sûr, je comprends. C'est une peur en fait de tous parents, je pense. Non, je comprends tout à fait, mais perdre en fait leur autonomie. Je vois, ça m'a pris du temps pour voir dans toutes ces peurs qui projetaient sur moi tout l'amour qu'ils pouvaient me porter. En revanche, moi il fallait bien que je sorte de là, et je l'ai fait en m'appuyant en changeant d'entourage. Pendant un certain temps, j'ai pris mes distances, aussi par rapport à ma famille, et j'ai fréquenté des personnes qui me soutenaient dans mon énergie aussi, parce que c'est une question d'énergie. En fait, j'avais l'impression d'être morte déjà, donc c'est petit à petit, réanimée, tout à fait. Mais à un moment donné, quand on se sent comme ça, c'est important d'avoir la force de faire le dernier geste qui va redonner une énergie, à savoir débrancher la prise en fait, et de se dire hop, allez, c'est bon, je repars sur autre chose, et puis tant pis, parce que là je ne vis plus, je ne respire plus, j'étouffe et je n'existe plus là, et ça n'aurait pas été viable longtemps, je pense. En tout cas, ça a été bénéfique pour toi parce que tu as aussi enseigné dans une école de mode très connue. Et donc voilà, c'est important. En fait, c'est intéressant pour toute construction de femme ou de personne, n'importe quel âge en fait, de se dire que c'est ok de ne pas être bien dans un travail. On a le droit de ne pas vouloir rester dans un travail qui nous tue. On a le droit d'avoir des choix. Donc ça, c'est ce que tu as fait il y a quelques années. Tout à fait. Aujourd'hui, tu es plus épanouie qu'avant. Enfin, là, oui. Tu nous parles d'un environnement toxique, stressant, de suicide, enfin, c'est de ton employeur. Donc oui, c'était vital pour toi de sortir de ce... Oui, on va pas rester là. Enfin, en fait, c'est vivre, en fait. Exactement. Et je pense que... Alors, je comprends l'avantage de la sécurité de l'emploi, bien entendu, je comprends, mais je pense pas... Enfin, il faut pas le mettre avant la santé mentale ou sa santé à soi. C'est très important de savoir se dire et avoir la force de se dire non, là je me préserve parce que, et encore moi je n'ai pas d'enfants, mais imagine des gens qui ont des enfants, des familles, qu'est-ce que tu fais? Tu pourris la vie de tout le monde pour avoir le courage et la confiance en soi. Et il y a toujours des solutions en fait. Aujourd'hui on a plusieurs dispositifs qui permettent de sortir de ce genre de situation. Enfin, voilà. Merci pour tout ce que tu as dit. C'est vraiment important pour beaucoup de gens. Parce que les burn-out, ça arrive à tout le monde. Et à n'importe qui, que ce soit une femme, homme, jeune ou âgé, on a toujours... faut pas oublier qu'il faut vivre. On travaille pour vivre, mais on ne vit pas pour travailler. Oui, et puis surtout, je pense qu'on se culpabilise beaucoup parce que... Moi, je me souviens à l'époque, je me disais que j'étais pas assez loyale, pas assez ci, pas assez ça, et j'étais pas bien. Enfin, alors que je n'étais pas bien, je n'allais pas bien. J'allais chez le client, même chez le client, c'était pas bien pour le client non plus, parce que il voyait quelqu'un arriver
qui était tout le temps en train de pleurer, c'est pas possible. T'as un mantra aujourd'hui, c'est I'm enough, ce qui veut dire je suis assez. Et par rapport à ce que tu dis, ce que tu disais quand t'étais pas assez, enfin t'avais pas. Oui, c'est vrai que. Assez, alors, c'est ce que je dis souvent, qui choque beaucoup mes copines françaises, c'est que quand j'arrive dans ma famille malgache, ils font un inventaire complet de ce qui va pas dès qu'ils me voient arriver à la porte. Un coup c'est les cheveux qui sont pas assez lisses, un coup c'est ah bah dis donc t'as pris, faut arrêter de manger, ou alors un coup c'est ah bah t'es toujours pas marié, ben dis donc va falloir tu sais que t'as plus beaucoup de temps, enfin il y a toujours quelque chose. Bon alors c'est vrai que c'est pas toujours négatif, parfois quand quand on porte une belle jupe ou que les cheveux sont pour une fois lisses, ils font le compliment, mais bon on est tout le temps scanné. Et c'est vrai que quand on grandit dans un contexte pareil, l'image que tu reflètes est importante. Oui, et on se dit toujours ça va pas suffire, et puis il faut être parfaite, et puis il faut être parfaite, et en fait ça aussi ça a été une des grandes révélations de tous les coachings et de tous les masters que j'ai pu écouter jusqu'ici, c'est qu'en fait je peux me suffire à moi-même, et puis je suis comme ça, et puis basta, et puis voilà. Et puis voilà, c'est bien. Et puis voilà, et puis bon, s'ils sont pas contents, finalement, j'ai appris aussi à réévaluer les choses sous mon angle. C'est-à-dire que si je me dis mon objectif est de devenir, on va dire par exemple, je sais pas moi, de devenir millionnaire et de contribuer à l'éducation de, on va dire 100 000 malgaches par exemple au pays, eh bien je vais jauger mon parcours à l'aune de personnes qui ont déjà accompli des choses aussi grandes, mais par rapport à ça, je veux dire en face, que j'ai des cheveux lisses ou bouclés, je veux dire c'est pas, on s'en fiche. Rien à voir, en fait. Voilà. Rien à voir et avec en la fait, personne que tu es. exactement. Et en fait, quand je regarde, moi, les personnes que j'admire et que je suis, je me dis, est-ce que cette personne-là, par exemple, si on prend Tony Robbins, par exemple, j'adore cette personne, c'est quelqu'un que c'est un modèle pour moi. Si cette personne-là me voit, elle m'aurait dit, si je rentrais dans un appartement et qu'il me voit et qu'il me dit, la première chose qu'il m'aurait dit, c'est pas ah ben tiens, est-ce que t'es allé chez le coiffeur récemment, c'est pas cheveux lisses ou cheveux bouclés, je pense qu'il s'en fiche. Donc à partir de ce moment-là, j'ai essayé de reshifter la perception aussi. Ça m'a permis de donner de l'importance ou pas au retour qu'on me fait. Est-ce que c'est pertinent par rapport à ce que je veux obtenir ? Non. Ben voilà. On next quoi. On disait aussi que ce genre de réflexion aussi, c'était souvent pour meubler les conversations, parce que finalement on va parler de quoi après ? Oui, il y a ça, et je pense aussi que c'est un miroir aussi de leur propre insécurité. C'est surtout ça. Je pense que les gens ont beaucoup de mal à accepter le fait qu'il y a d'autres personnes qui se sont affranchies du cadre. Et ils pensent que on a peur. Mais de l'autre côté, une fois qu'on s'est affranchi, en fait, on est bien là, on est bien. Après, si après ils veulent me sortir de quoi que ce soit, peu importe, je m'en fiche. Je suis droite dans mes bottes. Hein, je sais ce que je veux, et tant pis. Si on me rejette pour ça, tant pis. Tu t'es donc lancé à ton compte FXF en 2004. Qu'est-ce que tu as fait au sein de FXF et qu'est-ce que ça t'a apporté ? Au sein de FXF, j'accompagne des créateurs de mode émergents, essentiellement anglophones,
pour les aider à lancer et développer leur entreprise. Alors, il y a plusieurs niveaux d'intervention. Alors, le premier niveau, c'est le niveau de prise de connaissance de ce que je fais et de ma personne. Donc, c'est sur un blog, aussi sur les réseaux sociaux. J'ai plusieurs supports gratuits d'introduction à ma méthode pour familiariser les créateurs avec mon accompagnement. Et ça leur permet aussi de me connaître et moi aussi de me faire connaître auprès de mon audience. Ensuite, il y a les formules payantes. Et donc, j'interviens à ce niveau avec des workshops ponctuels. Donc, ça peut être du one-shot en fonction de si les besoins sont vraiment ponctuels. Je peux débloquer les personnes à ce niveau-là. Ensuite, il arrive qu'on travaille sur des packages d'ateliers de 3 mois ou 6 mois et je conseille les créateurs dans la durée sur leur stratégie. Alors, il est possible aussi que je propose des formations comme chez S-Mode et j'ai aussi une formation en ligne qui est la transcription vidéo en fait de mon livre. Alors, en parallèle de tout ça, pour la promotion de FXF, je fais des live vidéo, soit sur Facebook avant, moins aujourd'hui, mais plus sur Instagram. Je poste régulièrement sur Instagram, essentiellement pour me faire connaître de mon audience cible. J'interviens également dans des podcasts américains spécialisés dans la mode. Et ton livre, je te laisse le présenter. Alors mon livre décrit toutes les méthodes pour aider les créateurs de mode à monter leur stratégie et écrire leur business plan. Alors chaque chapitre se termine par un petit cahier d'exercices pour pouvoir mettre en place ce qui a été dit dans le chapitre. Et alors avant d'écrire mon livre, j'ai un peu hésité pour savoir ce que j'allais faire. En fait déjà, je voulais absolument que ce soit un livre, encore une fois, qui transforme les gens et qui puisse directement appliquer les choses qu'ils apprennent dans le chapitre. Donc la partie cahier d'exercice à la fin de chaque chapitre était vraiment essentielle pour moi. Et en fait, les retours que j'ai des créateurs, c'est que c'est très commode effectivement d'avoir cette partie-là, cette partie cahier d'exercice. Ça leur permet directement de mettre en application ce qu'ils viennent de lire. Et donc j'ai beaucoup hésité pour savoir s'il fallait que j'auto-édite ou que je passe par une maison d'édition. Et c'est vrai que en France, par exemple, quand on publie un livre, on va toujours vous demander chez quel éditeur ça a été publié. Bon, sur le public anglo-saxon qui en plus se forme en ligne, vraiment ce qui compte c'est le résultat et c'est pas être représenté par une maison d'édition, ça n'a aucune pertinence. Donc j'ai décidé d'auto-éditer puisque c'était ma cible. Ma cible, ce sont des créateurs de mode émergents qui parlent anglais. Et en fait, j'avais déjà le plan du livre dans ma tête et je l'ai juste déroulé, chapitre par chapitre. Donc j'ai écrit un petit peu, peu à peu, petit peu chaque jour. Et en fait, il y a une petite anecdote, c'est que quelques jours avant la date de remise du manuscrit, j'ai eu un pépin. Mon ordinateur a arrêté de marcher et je me suis retrouvée sans ordi. Donc j'ai fini mon livre sur mon iPhone et je l'ai remis 30 minutes avant la deadline. Donc c'était beaucoup de stress, mais j'ai fini par le terminer dans des conditions un peu bancales, mais c'était fini, c'était rendu. Et je voulais vraiment préciser que quand on veut vraiment, on peut. On va parler de ton parcours mode en dehors de FXF. Tu as donc intégré une sacro-sainte Fashion Week. Il faut que tu nous en parles. Et est-ce que tu as des tips pour nous afin qu'on puisse participer aussi à une Fashion Week? Alors c'est vrai que j'ai voulu faire une immersion totale pour mieux comprendre le secteur de l'intérieur. Donc voilà, il faut savoir en fait que pour beaucoup de choses, je passe souvent par mon réseau. Alors à l'époque, je cherchais des créateurs qui cherchaient de l'aide pendant leur défilé de mode. Et je n'ai trouvé personne à Paris, mais dans mon réseau, une créatrice avait posté qu'elle partait participer à la Fashion Week à Berlin. Alors je lui ai directement proposé mon aide et elle m'a proposé de la rejoindre pour l'aider dans le cadre de son défilé à Berlin. Donc elle-même était une créatrice londonienne
Et elle faisait des vêtements de soirée avec toute la rigueur des coupes londoniennes. C'était vraiment magnifique ce qu'elle faisait. Et bon, je suis partie à Berlin, je l'ai assistée et je l'ai aidée pour les essayages. J'ai aidé son équipe à faire en sorte que le défilé se déroule bien. Je l'ai aidé à résoudre les problèmes qu'il pouvait y avoir sur place. Par exemple, recoudre un bouton qui lâche, trouver une paire d'escarpins, un mannequin qui chausse du 42 5 minutes avant le défilé. Elle m'avait aussi demandé de trouver 10 manières différentes de nouer une écharpe parce que le début du défilé ne devait montrer que des écharpes. Donc il a fallu trouver des manières originales de les présenter. Il a fallu aussi traduire les instructions de la créatrice à l'équipe allemande, puisque certains n'étaient pas tout à fait à l'aise avec l'anglais. Donc voilà, donc c'était beaucoup de travaux d'intermédiation entre les équipes make-up et hair and make-up et les mannequins et la créatrice. La deuxième année, la créatrice, donc je suis revenue à Berlin pour l'accompagner de nouveau sur son défilé et elle m'a demandé de l'assister pour un photoshoot à Berlin pour un magazine de mode new-yorkais qui s'appelle Elements Magazine. Et c'était vraiment très intéressant parce que j'ai pu assister à un shooting photo, j'ai aidé l'assistante à choisir les accessoires, accessoriser les tenues. Et c'est comme ça en fait que j'ai eu mon nom dans ma première parution presse mode. Alors c'était quelque chose pour moi parce que avant ça j'avais déjà été interviewée par la presse économique dans le magazine Entreprendre à l'époque dans l'audit. Mais la mode, je n'avais pas encore eu de parution, donc là c'était vraiment une grande première. C'était vraiment pas la même chose qu'avant, donc j'étais très très contente. J'avais fait un gros zoom sur mon nom à l'époque, j'étais très contente. Alors, pour rentrer dans les Fashion Week, il y a des gens qui conseillent de bien s'habiller et d'attendre devant les lieux des défilés. Alors, je sais pas honnêtement si ça marche, ça, mais moi, ça m'embêterait de perdre mon temps, quoi, tout simplement. Donc, je conseillerais plutôt de bien travailler son Instagram. Si c'est votre passion, alors lisez un maximum de choses sur le sujet et partagez là-dessus. Faites un bel Instagram, un Instagram qui respire la mode, en fait. C'est important d'avoir un point de vue aussi. Je conseillerais également de travailler votre réseau. Essayez le bénévolat dans le secteur. Si le secteur vous intéresse vraiment, alors essayez de contacter les créateurs et de leur proposer votre aide. Surtout dans ce cas-là, soyez sérieux parce que vous ne savez jamais qui ce créateur connaît, auprès de qui il peut vous introduire. Donc voilà, toujours faire attention à être professionnel. Même si, oui, bon, après j'ai plusieurs personnes qui me disent oui, mais c'est quand même inadmissible, tout ce travail gratuit. Bon, et je leur dis voilà, vous êtes bénévole, c'est à vous de savoir ce que vous voulez. Est-ce que vous le voulez vraiment? Donc accumuler l'expérience et puis c'est un moyen comme un autre d'avoir cette expérience, échanger, demander en échange une recommandation, une évaluation. C'est ce que j'ai obtenu des personnes auprès de qui j'ai travaillé j'ai été bénévole. Donc voilà. Faites-vous des contacts comme ça et rapprochez-vous de personnes de l'univers de la mode. Tu as également enseigné à l'ESMOD, une école de mode. Est-ce que tu peux nous parler de ton cours, l'intitulé du cours, et surtout ton expérience en tant qu'enseignante en fait? Alors mon cours s'appelait Stratégie et Business Plan. Beaucoup d'étudiants étaient plutôt créatifs ou marketing puisque ils étaient en phase de devenir brand manager. Donc c'était le titre du diplôme qu'ils obtenaient en bac plus 5. Et il était plutôt donc créatif et marketing en termes de profil. Et c'est plutôt des gens qui avaient peur des chiffres. Alors j'avais juste 10 heures avec eux, soit 5 cours de 2 heures, pour leur apprendre des choses très techniques en finance et leur faire passer des examens en plus.
Donc de mon expérience, le meilleur moyen d'assimiler quelque chose qu'on ne connaît pas encore, c'est l'immersion et les jeux. Alors je leur ai fait faire des études de cas à chaque devoir, je faisais des jeux de rôle, où je leur faisais simuler une équipe créative qui, d'un côté, qui présentait devant des investisseurs de l'autre côté. Donc eux, il y a une partie des élèves qui jouaient les créatifs et l'autre partie qui jouait les investisseurs. Et pour chaque copie que je corrigeais, je trouvais des points positifs et des points d'amélioration. Sinon, j'avais fait un Monopoly mode aussi pour leur apprendre à remplir des états financiers. Alors j'ai eu de très bons retours et de très bons résultats avec les élèves, ils m'ont fait de bonnes évaluations. Et moi ça m'a permis aussi de mieux comprendre leurs peurs et la peur qu'on peut avoir en tant que créatif et ce que je pouvais apporter pour y remédier. Et parfois ce n'est pas forcément de la connaissance dont ils avaient besoin, mais de l'assurance en soi, de ne plus avoir peur. En fait le manque de confiance, la peur, ça bloque énormément pour l'apprentissage. Donc mon premier travail, à cette époque, mais aussi maintenant quand j'interviens avec les créateurs, mon premier travail, c'est de casser la peur, casser les émotions bloquantes. Et je garde l'info croustillante. Forbes Afrique t'a interviewé. Alors, ta réaction, quelle a été ta réaction par rapport à ça? Eh bien, en fait, c'était un peu inattendu parce que j'ai eu une demande d'un journaliste sur LinkedIn parce que quand j'ai commencé à Fixef, j'ai eu un énorme boom au niveau de la visibilité sur LinkedIn. Et ça a attiré l'attention de ce journaliste de Forbes Afrique qui m'a tout de suite demandé une interview. Et ben, c'était un grand honneur pour moi, j'ai trouvé ça vraiment extraordinaire. J'étais très intimidée. Et voilà, après, autour de moi, en fait, personne ne comprenait trop, parce que bon, ma famille, ils sont un peu à l'ouest, hein, ils n'ont pas compris, n'ont pas trop compris, à part une ou deux personnes, ce qui se passait. Et enfin, j'étais un peu seule dans mon euphorie, peut-être avec mes amis. Mais voilà, donc moi j'étais très contente. J'étais très très contente. Quels seraient les conseils que tu pourrais donner sur le parcours pro que tu as eu aux auditeurs ou aux auditrices aujourd'hui? Alors premièrement, c'est oser être exigeant. Parce que la vie est trop courte pour s'ennuyer avec des objectifs qui sont pas les nôtres. Pour moi, il n'y a rien de pire que de me retourner et de me rendre compte que j'ai passé du temps sur des choses ou avec des gens qui me correspondent pas du tout. Donc surtout, oser être exigeant. Deuxièmement, il ne faut pas hésiter à être sélectif au niveau des gens qu'on fréquente. Il faut bien s'entourer, c'est très important. Entourez-vous de gens qui vont vous tirer vers le haut. S'il y a des gens qui vous plombent constamment, même au niveau de votre énergie, ou qui ne vous correspondent plus, prenez vos distances, c'est important. Alors, vous pouvez prendre des gants, on prend toujours des gants, et voilà, enfin, essayez de faire ça gentiment s'il le faut, mais surtout prenez vos distances. Alors, souvent, on veut pas vexer les gens, mais moi, je me rends compte de plus en plus qu'on se fait du souci pour pas grand-chose, en fait, parce que les gens n'en ont rien à faire. Alors, bien entendu, on met les formes sur nos retours, mais il faut pas hésiter à écouter son cœur. Si on a besoin de prendre de la distance, prenez de la distance. C'est important. Troisièmement, quand ça coince et qu'on n'arrive pas à avancer, il faut se donner les moyens de payer pour se faire accompagner par les meilleurs. Parce que c'est comme ça qu'on va gagner du temps et qu'on va gagner en expertise. Moi, chez moi, quand ça a bloqué pour commencer mon projet, j'ai emprunté des fonds auprès d'une de mes amies pour aller voir Tony Robbins. Et par la suite, quand je n'arrivais pas à avancer sur le marketing digital et que je n'arrivais pas à vendre en ligne, j'ai pris un abonnement auprès de leaders du secteur pour apprendre exactement comment faire. Parce que ça m'a permis de gagner énormément de temps au lieu d'essayer de la louper mon coche à chaque fois. Eh bien, j'ai préféré prendre le raccourci, payer ce qu'il faut payer, apprendre et puis appliquer et continuer mon chemin. Et en fait, je continue d'apprendre de ces mêmes mentors business sans aucun regret. En fait, voilà, si vous prenez les bons, vous ne regretterez pas. Est-ce que tu as un regret par rapport à
ces 40 années d'existence? J'ai un seul regret depuis 10 ans. En fait, quand j'avais 28 ans, je me suis mise avec un homme. Je suis sortie avec quelqu'un et je suis restée 3 ans avec. Et c'était 3 ans de trop. Je regrette ces 3 années parce que j'aurais pu partir beaucoup plus tôt. C'était une époque où je me suis dit qu'il fallait que je me marie parce que j'avais cet idéal d'être mariée à 30 ans, avec un enfant à 31. Enfin, voilà, j'avais tout un plan qui était déjà déroulé dans ma tête. Mais ça, c'est pas fait comme ça. Et c'est pour ça que je me suis accrochée à cette relation pendant 3 ans. Je suis restée là. Mais à faire croire que ça allait bien, à essayer à forcer pour que ça marche, mais ça marchait pas en fait. Parce que c'était pas le bon. C'était pas le bon. Mais je le savais que c'était pas le bon, mais je forçais pour que ça marche et ça a duré 3 ans comme ça. Et en fait, c'était ridicule et je m'en suis énormément voulu pour ça. En fait, tu t'es mis. Je pensais au début quand t'avais mis une pression, mais en fait, c'est toi qui t'es mis la pression en disant. Il faut que je sois mariée à 30 ans. C'était les deux. Voilà. C'était les deux parce que, bien sûr, à partir de 23, 24, on a commencé à me demander quand est-ce que j'allais me marier. Depuis, voilà. Donc, à l'époque, j'étais dans la course parce que je me disais oui, effectivement, machin, mais là, en fait, c'était ridicule et c'était juste quelqu'un qui ne m'allait pas du tout et c'est 3 ans de ma vie que je ne récupérerai jamais. Et en même temps, voilà, c'est là. Donc, ça a pris des années pour me pardonner de pas être partie plus tôt. Et je lui en voulais aussi beaucoup à lui au début, mais bon, finalement, c'est mon choix en fait. Il faut se réapproprier ses choix. C'est très important. Tu en as retenu quoi en fait de cette histoire? Enfin, est-ce que tu t'es construit des réactions de défense aussi par rapport à ça ou des leçons ou... Qu'est-ce que t'en as retenu de cette mauvaise expérience alors? Beaucoup de lucidité, en fait, une conscience de moi et de ce que je ressens qui est forte. Et quand je vois quelqu'un, je peux tout de suite déjà assez rapidement me dire si ça va aller ou pas. Et je ne perds pas de temps, je ne perds plus de temps. Tu as développé un instinct de survie, un instinct critique. Un instinct pour préserver mon temps. Voilà, parce que tu as perdu du temps. Exactement. Je vais te poser la question qui fâche. Mariage, enfant? Faut que je la pose. Parce que... peut-être un jour, alors oui, en ce moment, alors j'ai la chance d'être avec quelqu'un de très bien, un homme vraiment super, mais je sais pas, on verra, peut-être pas, mais je n'ai jamais ressenti ça, j'ai jamais ressenti en moi le besoin ni la pression d'enfanter. Donc c'est vrai que mes objectifs sont ailleurs en fait. Ils sont moi je veux créer un impact et je veux contribuer. Voilà. Donc en posant cette question, évidemment, c'était pas pour dire pas pour te mettre la pression au cas où. C'est en fait c'est pour parler de cette injonction qu'on a en tant que femme absolument d'être mariée à tel âge et avoir des enfants parce que les gens pensent que c'est le seul c'est le signe extérieur de notre féminité, ce qui n'est pas le cas. Donc c'est ce que tu viens de dire. Donc ce n'est pas parce qu'on n'est ni marié ni qu'on n'a pas d'enfant que l'on n'est pas moins femme pour autant. Mais aujourd'hui, pour moi, c'est pas pertinent du tout pour moi. Enfin, pour quelqu'un comme moi. Alors peut-être que je suis différente ou étrange ou anormale. Enfin, non, tu es normale, tout à fait normale. Mais ma féminité ne passe pas par la mienne en tout cas, personnellement. Ne passe pas par la maternité. Alors peut-être que je n'exclus pas, peut-être que dans un an je serai enceinte, je sais pas. Et je ne l'exclus pas. Et si j'en ai envie, voilà. Mais aujourd'hui, c'est pas encore à l'ordre du jour. Ça ne le serait peut-être jamais. Je ne sais pas. Et voilà. On est qui on est et nous sommes celles et nous pouvons être celles que nous voulons être.
Est-ce que tu as un petit conseil à donner à nos auditrices, auditeurs? Quelques enseignements que Bac Rambinity pourrait donner? Et surtout, est-ce que tu aurais des conseils à donner à la jeune femme, à la jeune Bac de 28 ans que tu étais? Alors, à toutes nos auditrices, je dirais, je conseillerais de vous écouter. Faites-vous confiance. Nous avons un radar en interne qui fonctionne très bien. Donc, écoutez-vous plus souvent. Faites-vous ce cadeau. Parce que si vous ne le faites pas pour vous, personne ne le fera. Donc, parfois, les personnes autour de vous ne vous soutiendront pas dans ce que vous souhaitez obtenir ou ce que vous souhaitez, ce que vous poursuivez dans la vie. Eh bien, c'est pas grave. Alors, je sais que c'est dur, mais sortez de là, trouvez-vous d'autres amis. Et parfois, c'est beaucoup plus dur que ça, parce que chez moi, c'est pas venu d'un coup non plus. Eh bien, c'est important de se faire accompagner ou se faire coacher. Et faites-vous coacher par des bons. Et si vous n'y avez pas accès, eh bien, aujourd'hui, nous avons un outil super qui s'appelle YouTube. Vous voyez, au début, moi, Tony Robbins, je n'y suis pas allée dès la première minute où j'en ai entendu parler. J'ai lu des livres sur lui, j'ai regardé des vidéos sur lui. Et voilà, et d'autres coachs aussi que j'écoute. Voilà, donc connectez-vous au départ et puis vous verrez, voilà, vous avez le droit d'avoir des objectifs et vous avez le droit de les poursuivre et vous avez tout à fait. Alors, je vous encourage à le faire. D'ailleurs, c'est un voyage extraordinaire. Et si j'avais un conseil à donner à l'ancienne Bac, ce serait de se trouver très vite un mentor pour la vie que je veux obtenir et l'objectif que je poursuis, de me trouver un mentor et de me faire coacher. Voilà. Quitte à payer pour ça, hein. Mais en tant que pour le coaching, j'insiste sur le fait de bien choisir ces coachs. Offrez-vous les meilleurs. Voilà. Je sais que ça coûte cher et moi j'ai vraiment casqué pour ça, mais vous ne le regretterez pas parce que un coach, on prend un coach pour changer de vie. Si c'est prendre un coach pas cher où la vie change pas, ça sert à rien, hein. Donc autant ne rien faire. Prenez-vous le temps et le budget pour changer votre vie et puis vous verrez les résultats. C'est bluffant. Voilà. Merci Bac, merci d'être venu et de nous avoir accordé du temps. Merci beaucoup. Merci beaucoup les filles. Au revoir. Toi aussi, sois Basval, partage autour de toi, parle-en à tes copines et surtout, donne-nous ton avis.